Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Club Trajectoire Durable qui réunit comme d'habitude, vous le savez désormais, Mobiliance et le Journal de l'Automobile. Nous sommes habitués à traiter au sein de ce club, de traiter des sujets de mobilité liés à la décarbonation de la filière de l'automobile et les thèmes ne manquent pas bien évidemment. Pour parler de cette édition, l'actualité nous a dicté notre programme puisque nous allons parler d'énergie alternative. Un sujet sensible tant les enjeux de l'après 2035 sont cruciaux. Cette date, vous le savez tous, signe le départ d'une nouvelle ère automobile avec le bannissement des véhicules thermiques dans les ventes de véhicules neufs. Les raccourcis sont souvent nombreux d'ailleurs sur cette réglementation européenne et mettent en avant uniquement le véhicule électrique à batterie, mais les termes ont leur importance effectivement puisque le Parlement européen n'impose en réalité que le zéro émission, soit l'électrique à batterie, mais aussi l'hydrogène. C'est donc en toute logique qu'il faut se demander quelle place pourront prendre les autres énergies dans ce futur schéma directeur. De plus, si les émissions concernant le véhicule neuf semblent réglées, reste à s'attaquer désormais au parc roulant et à l'usage des véhicules responsables avec les carburants de 80% de ces émissions de CO2. Hydrogène, biocarburant, rétrofit, e-fuel, nous allons traiter de ces sujets avec nos invités. Tout d'abord, Valérie Bouillon-Delporte, présente sous sa casquette de vice-présidente de France Hydrogène, mais vous avez également une autre vie, puisque vous êtes également directrice de l'écosystème hydrogène chez Michelin. Stéphane Vimès, vous êtes coprésident de l'association R, les acteurs de l'industrie du rétrofit. Jérôme Loubert, qui est avec nous en duplex de Madrid directement. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur business et développement de FlexFuel Énergie Développement. Et Aurélien Bigot, parce que ce sujet nécessite également un expert scientifique. Aurélien Bigot, vous êtes chercheur sur la transition énergétique des transports. Vous êtes également l'auteur d'un livre Voiture qui vient de sortir dans la collection Faux ou pas, un livre très ludique, très intéressant. On apprend beaucoup de choses, en tout cas, sur les enjeux de la décarbonation des transports. Merci à tous d'être présents avec nous. Alors Aurélien, on va commencer par vous. J'aimerais qu'on attaque directement avec cette actualité concernant l'autorisation par la Commission européenne à la demande de l'Allemagne des e-fuel. Alors je voudrais bien que vous nous précisiez exactement ce qu'est un carburant de synthèse, ce qu'est un e-fuel, parce qu'en fait c'est la même chose, hein. On parle du même carburant. Oui, en tout cas, il y a différents types de carburants de synthèse, alors qui peuvent remplacer l'essence, le diesel, le kérosène, etc. Ce qu'il faut bien comprendre pour les carburants de synthèse, si jamais on veut qu'ils aient un intérêt climatique, c'est qu'à la base, leur processus de fabrication, il faut que ça vienne d'électricité très bas carbone, qu'on transforme en hydrogène, donc via le procédé de l'électrolyse de l'eau. Et à partir de cet hydrogène, il faut le combiner à du CO2, qui doit venir idéalement de l'atmosphère, si jamais on veut que ce ne soit pas du CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère, qui soit du CO2 supplémentaire, disons, qui soit émis. Et donc hydrogène et CO2 qu'on combine pour fabriquer des carburants de synthèse. Et tout ce processus-là demande beaucoup d'électricité quand même. C'est un peu ça, un peu le nerf de la guerre et ce qui va être une limite assez importante de ces carburants de synthèse. Et en gros, pour faire rouler une voiture avec des carburants de synthèse, il faut de l'ordre de 4 à 5 fois plus d'électricité que si on roule directement avec une voiture électrique à batterie. Donc il y a cette possibilité, en tout cas techniquement, on sait fabriquer des carburants de synthèse. Après, c'est plus où est-ce qu'on va allouer les carburants de synthèse bas carbone qu'on va produire, sachant qu'aujourd'hui la production en est vraiment à ses tout débuts. Donc c'est pas du tout une solution de court terme, en tout cas ça c'est sûr. Éventuellement de moyen ou plus long terme, éventuellement, mais dans les modes de transport finalement qui ont assez peu d'alternatives, notamment on parle plus souvent du transport aérien ou du transport maritime pour ces carburants de synthèse. Là, effectivement, l'électrique ou même l'hydrogène semble compliqué, en tout cas pour ces... C'est ça, en effet. Dès que les modes de transport sont beaucoup plus lourds et sur des plus longues distances, à ce moment-là, l'électrique va être plus difficile en raison du volume de batterie qui serait nécessaire à emporter. Et c'est là que, typiquement, l'hydrogène en complément peut être intéressant, que les carburants de synthèse, dans le cas où même l'hydrogène, disons, serait trop difficile à emporter, notamment les volumes à emporter pour l'hydrogène qui sont assez importants. Je reviens juste sur la fabrication du e-carburant, du e-fuel en fait. Vous disiez tout à l'heure qu'on allait capter du CO2 existant, alors soit dans l'atmosphère, on parle également d'aller capter du CO2 dans la biomasse, on parle également de capter du CO2 juste à la sortie des cheminées industrielles. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même bilan carbone selon où l'on capte justement ce CO2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'est de voir à quel point ce CO2, de où est-ce qu'on le retire quelque part. Si jamais on le retire
du sous-sol ou de sortie d'usine, finalement, en fait, ça va être du CO2 en sortie d'usine, par exemple, ça va être une utilisation supplémentaire de ce CO2 avant de l'émettre dans l'atmosphère. En gros, on empêche l'usine d'émettre directement de ce CO2, on le récupère, mais au final, le CO2, on va tout de même l'émettre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un usage supplémentaire du CO2, mais au final, on va émettre ce CO2 dans l'atmosphère, alors que si jamais ce CO2 est d'abord capté dans l'atmosphère, puis réémis, on peut dire en gros que le bilan au total est un peu plus neutre, quelque part, de ce point de vue-là. Après, il y a bien évidemment, il faut regarder l'ensemble de la chaîne, mais l'origine du CO2, en effet, est très importante pour savoir à quel point, au global, on va rajouter du CO2 à l'atmosphère ou pas. D'accord, donc le bilan carbone ne peut être neutre et efficace, effectivement, que si on va véritablement le puiser dans l'atmosphère. C'est facile à faire, ça ? Non, c'est pas facile, ça demande pas mal d'électricité. Justement, c'est une des facettes, disons, des besoins d'électricité aussi de cette technologie-là. Et après, l'autre moyen, en effet, sinon, c'est d'aller chercher ce CO2 dans la biomasse. Si jamais on a, par exemple, des centrales de production d'électricité biomasse pour lesquelles on capte le CO2. Et ce CO2-là, il a été capté par les plantes au moment de leur croissance. Donc, selon le type de comptabilité, à quel point on regarde de manière globale ou pas, on peut considérer que voilà, c'est du CO2 qui a été capté de l'atmosphère au moment de la croissance des plantes, en tout cas. Donc ça peut être considéré aussi davantage comme plus vertueux. Alors on parlait justement du prix également de ces e-fuels. À quel niveau de prix on est aujourd'hui et jusqu'où on pourrait descendre? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est absolument pas à la portée du commun des mortels, j'allais dire. Oui, pour l'instant, aujourd'hui, c'est assez difficile de donner un prix parce que ça va dépendre des projets d'expérimentation qu'il peut y avoir. Et forcément, quand les volumes sont très faibles, les coûts ramenés au volume produit peuvent être extrêmement élevés. Mais après, finalement, même quand on aura une échelle un peu plus industrielle sur ce type de procédé-là, forcément, les coûts vont rester importants, rien que liés au volume d'électricité qui sont nécessaires pour leur production. Des chiffres que j'ai pu voir passer, c'est typiquement des coûts de production 3 à 4 fois plus élevés comparé au pétrole. Après, tout dépend des niveaux de taxation qu'il y aurait sur ces carburants-là, si jamais ils veulent être favorisés. À ce moment-là, ça peut éventuellement rééquilibrer certains ordres de grandeur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, les carburants de synthèse sont non seulement très très peu disponibles, et le peu qui est disponible est beaucoup plus coûteux que le pétrole ou que l'électrique également. D'accord. Donc on a parlé au sein de ces e-fuels de l'hydrogène, qui est un petit peu au centre de beaucoup de sujets dans les énergies alternatives. Alors Valérie Bouillon-Delporte, vous êtes vice-présidente de France Hydrogène. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est France Hydrogène et quel est cet écosystème ? Alors, France Hydrogène, c'est l'association des industriels de l'hydrogène en France. Donc c'est un petit peu l'association qui est l'expert référent sur les technologies hydrogène et ses applications. Le domaine de l'hydrogène est très vaste. On va avoir des acteurs de la production de la molécule, en passant par sa distribution, jusqu'au réseau de stations, les différentes applications qui peuvent être soit dans le domaine du transport, ça va du vélo à l'avion, donc c'est quand même assez large, soit dans le domaine de l'habitat, mais également dans le domaine de la décarbonation de l'industrie. Donc aujourd'hui, France Hydrogène, c'est un peu plus de 450 acteurs. Donc, des grosses entreprises et des petites. On a une majorité quand même de PME et de TI. On a sur ces 450 membres un tout petit peu plus qu'une centaine de grands groupes. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de grands groupes. Vous avez également des startups, des laboratoires de recherche, des pôles de compétitivité et surtout des territoires. Et au niveau des territoires, on a des membres qui peuvent être des collectivités, des métropoles, mais également des régions. D'accord. Alors, l'hydrogène est une appellation un peu générique. On voit qu'il y a énormément d'utilisation, mais il y a aussi plusieurs sortes d'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous repréciser les différentes catégories d'hydrogène qui existent aujourd'hui ? Oui. Alors, très souvent, on accuse l'hydrogène aujourd'hui de tous les maux. Pourquoi ? L'hydrogène, l'hydrogène, c'est un vecteur de stockage énergétique. Ce n'est pas une énergie comme le carburant fossile. Et très souvent, on dit oui, mais l'hydrogène, c'est sale. L'hydrogène est utilisé depuis quand même des décennies pour désulfuriser notamment le diesel au sein des raffineries. Donc vous avez environ au niveau mondial 60 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites et utilisées. Cet hydrogène-là, il est fabriqué en craquant une molécule de gaz. Donc vous faites de l'hydrogène, mais en même temps, pour 1 kg d'hydrogène, vous faites 10 kg de CO2. Donc ça, c'est pas vertueux.
c'est comme quand aujourd'hui vous produisez de l'électricité avec une centrale à charbon. C'est pas vertueux. Donc il y a d'autres moyens de fabriquer l'hydrogène. Et les objectifs de toutes les stratégies nationales et européennes sont d'aller vers ce qu'on appelle un hydrogène vert ou hydrogène renouvelable. Aurélien parlait d'hydrogène par électrolyse. En fait, vous allez fabriquer de l'hydrogène par électrolyse. Quand votre source d'électricité est une électricité renouvelable, vous avez de l'hydrogène renouvelable qui est très faiblement émetteur de CO2. Avec l'électricité à base de nucléaire, vous avez un hydrogène qui est là aussi très faible en carbone, qui ne peut pas bénéficier de l'appellation hydrogène vert ou hydrogène renouvelable. La Commission européenne le refuse, en fait, c'est ça? Alors, il y a une définition en cours. Alors, les textes sont assez compliqués. Un certain nombre sont traités dans la taxonomie. C'est pas que aujourd'hui, au niveau de l'Europe, l'hydrogène fabriqué par électrolyse à partir de nucléaire n'est pas qualifié de renouvelable. En revanche, on cherche à voir quels sont les textes dans lesquels on peut prendre en compte aussi les pays qui ont une électricité décarbonée et qui vont pouvoir fabriquer de l'hydrogène très bas carbone. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'arriver à décarboner les usages, qu'ils soient industriels ou de la mobilité. D'accord. Et vous avez entre les deux un hydrogène, alors on va rentrer dans le jeu des couleurs, qui est un hydrogène bleu. C'est l'arc-en-ciel de l'hydrogène. Non, mais l'hydrogène bleu, c'est quoi? Donc, c'est un hydrogène gris qui est fabriqué par vaporeformage, sur lequel on va capturer le CO2. Et ce CO2, soit on va le stocker, donc c'est ce qu'on appelle du CCS, Carbon Capture Storage, soit on va l'utiliser, c'est tout à fait ce qu'Aurélien décrivait, on va utiliser ce CO2 pour des applications, alors ça peut être pour gazéifier des eaux minérales ou bien pour le recombiner. On parlait d'e-méthanol tout à l'heure, d'e-fuel. C'est ce que font des cimenteries. Vous avez les cimentiers Vicat qui ont un gros projet vers Grenoble où ils émettent du CO2 lors de leur process de fabrication. Ce CO2, ils vont le combiner avec de l'hydrogène fabriqué par électrolyse sur leur site et ils vont faire de l'e-méthanol. Et ça va représenter à peu près 1/3 de la consommation d'e-méthanol en France. Donc on peut arriver facilement à des quantités assez importantes. Alors vous dites souvent qu'il ne faut pas opposer les technologies, mais plutôt les usages. Donc on peut imaginer qu'il y a des usages différents, effectivement, en fonction de l'hydrogène, que ce soit pour la voiture, le véhicule utilitaire, le poids lourd, l'aérien, on en parlait tout à l'heure. Comment vous pourriez qualifier et adapter le mieux, justement, l'utilisation de cet hydrogène en fonction des différents usages? Alors vous avez dit quelque chose de très important, Catherine. Il ne faut pas opposer les usages. L'ambition, elle est très forte en termes de décarbonation des transports et il faut arrêter de croire qu'on va y arriver avec la batterie. La batterie, oui, c'est une très bonne technologie, mais la batterie seule ne suffira pas à couvrir tous les usages. Si on résume de façon très schématique, là où les technologies hydrogène sont pertinentes, c'est les usages intensifs. Donc, appliqués aux véhicules légers, ça va être les taxis. Ça va être également tous les véhicules utilitaires légers. Mais dans à peu près 15 à 30% des cas, le véhicule à batterie ne va pas permettre aux professionnels de faire sa tournée dans des conditions proches de celles du thermique. Un professionnel, il a un modèle économique qui est très serré. Donc, il a besoin de pouvoir opérer à un coût économique qui est très proche de celui qu'il a aujourd'hui. Donc, dans ces cas de figure, l'hydrogène est pertinent. C'est pour ça que les constructeurs français, notamment, se sont extrêmement engagés, j'allais dire, dans tout ce qui est véhicule utilitaire. Seul Toyota a été le premier, en tout cas, à sortir un véhicule particulier à hydrogène. Alors, Toyota et Hyundai. N'oublions pas Hyundai. N'oublions pas Hyundai. Hyundai a été même le premier. Oui, et puis c'est... Alors, pas pour vraiment le particulier, notamment en France, mais pour des usages, flottes commerciaux, taxis. Vous avez 300 taxis aujourd'hui à Paris qui fonctionnent à l'hydrogène. Vous en aurez à peu près 1000 d'ici la fin de l'année. Et avec les Jeux Olympiques, ce parc va s'agrandir. Donc, on voit bien que pour ces usages, on a besoin de VUL. Les constructeurs français ont commencé par des VUL à batterie. Ils se sont très vite rendus compte que ça ne répondait pas à la totalité des besoins de leurs clients. Donc, ils ont complété par une offre hydrogène, que ce soit chez Stellantis ou bien chez Ivia, qui est une joint venture créée par Renault. Ça, c'est pour la partie véhicule léger. Vous avez maintenant d'autres mobilités qui, elles, ont besoin d'hydrogène. Alors, plus un véhicule, j'ai tendance à dire, va être lourd, plus l'hydrogène va être une solution pertinente. Le camion, c'est évident. Pourquoi? Oui, on sait faire des camions à batterie. Technologiquement, ce n'est pas un problème. Le souci pour un transporteur, c'est de préserver au maximum sa capacité de chargement. Donc, si la batterie vient empiéter sur sa capacité de chargement, ça peut lui poser un problème, surtout au-delà de 16 tonnes et sur des grandes distances. Et deuxièmement, c'est la disponibilité du camion sur la route. Son camion, il doit rouler le plus possible. Donc, l'autonomie
est importante, mais le temps de recharge est capital. Et c'est là où l'hydrogène est intéressant, puisque un plein en hydrogène est beaucoup plus rapide qu'un plein en électricité. C'est équivalent à un plein d'un carburant classique, j'allais dire, presque. Alors, pour les camions, d'ici 2025, oui, parce qu'on joue quand même sur les vitesses de remplissage. Pour le véhicule, aujourd'hui, c'est 5 minutes. C'est un petit peu différent. Et puis après, vous avez d'autres usages. Le train, aujourd'hui, vous avez des trains qui roulent à l'hydrogène. Quand vous avez des lignes qui sont au diesel, qui sont difficiles à électrifier, l'hydrogène représente un intérêt parce que le coût d'installation de la ligne est quand même beaucoup moins important que de l'électrifier. Pour vous donner une idée, quand vous électrifiez une ligne, suivant la topographie, c'est de 1 million à 5 millions d'euros par kilomètre de ligne. Donc on est quand même face à des coûts importants. Sur l'hydrogène, c'est une station au début du trajet, une station à la fin. D'accord. Aurélien, quel regard vous portez, vous, sur l'hydrogène, donc les piles à combustible, en fait, sur les véhicules et sur les transports routiers ? En effet, que ce sera en tout cas une alternative, typiquement quand l'électrique est peu adapté, ça a été bien dit. Toute la question après, c'est de voir comment aussi côté production, on réussit à monter en puissance suffisamment rapidement sur l'hydrogène bas carbone, dans le sens où aujourd'hui, en gros, quasiment tout l'hydrogène, et de l'hydrogène, en effet, ça a été dit, qui est produit à partir d'énergies fossiles. Et donc, si on veut un intérêt environnemental, il faut aussi que du côté de la production, ça soit davantage bas carbone. Et du coup, sur cette production qui va monter en puissance progressivement, il y a une question d'allocation aussi de ces ressources-là entre différents secteurs ou différents usages ou différents modes de transport possibles. Et c'est vrai qu'à court terme, en tout cas là où sont déjà les consommations d'hydrogène aujourd'hui, c'est dans l'industrie. C'est aussi dans l'industrie, a priori, qu'il y aura le plus de consommation, où il y aura l'intérêt dans la transition qui sera le plus important. Donc après, il faudra voir, suivant la montée en puissance aussi de cette production bas carbone, quelle capacité, quelle quantité il y a de disponible aussi pour, typiquement dans les transports aussi, pouvoir utiliser cette technologie. Et puis peut-être un autre point de contexte, ou en tout cas de comparaison par rapport à l'électrique, en effet, ce qui était cité comme principaux avantages de l'hydrogène en comparaison de la batterie, mais c'est à la fois le poids d'emport moins élevé pour la technologie hydrogène, le temps de recharge qui est moins élevé, l'autonomie du coup qui peut être plus importante. Et côté défaut, disons, c'est l'efficacité énergétique sur l'ensemble de la chaîne de production d'usage de l'hydrogène, dans le sens où typiquement, si on prend pour une voiture électrique comparée à une voiture à hydrogène, en gros, comme il faut de l'électricité pour produire l'hydrogène, puis ensuite, dans la pile à combustible, retransformer cet hydrogène en électricité, eh bien, en gros, il faut de l'ordre de 2,3 fois plus d'électricité pour faire rouler un véhicule à hydrogène qu'un véhicule électrique à batterie. Donc, c'est en ça où d'un point de vue efficacité énergétique, quand l'électrique est possible, il peut être à privilégier, d'un point de vue efficacité de l'utilisation de l'énergie de manière générale. Et je me permets juste une petite précision. Aurélien, vous dites souvent l'hydrogène par rapport à l'électrique. Je voudrais quand même rappeler que la pile à hydrogène, c'est aussi un véhicule électrique. Donc, c'est vrai qu'on a peu l'habitude de dire électrique à batterie, électrique à hydrogène. Et c'est important de garder ça en mémoire. La deuxième chose, c'est que avec les enjeux énergétiques, notamment de mix de renouvelables, je vous rappelle qu'au niveau de la Commission européenne, cet objectif est à 42% d'énergie renouvelable dans le mix électrique, ça ne se fera pas sans l'hydrogène. Donc, quelque part, l'hydrogène est un des piliers aujourd'hui des différentes stratégies énergétiques, que ce soit au niveau européen ou dans les pays. Il y aura des usages mobilité. Et la mobilité, j'ai envie de dire, ne se fera pas sans l'hydrogène parce qu'on a besoin d'électrifier massivement. Alors, où en est la France, Valérie, en termes de production d'hydrogène décarboné ? On sait qu'on on a l'électricité et l'énergie vient majoritairement du nucléaire. Comment ça se comporte et est-ce qu'on en a suffisamment et est-ce qu'on arrivera à en produire suffisamment, en fait, en fonction de toutes ces demandes de différents secteurs, que ce soit l'aérien, le maritime et l'industrie ? Alors, Aurélien a pointé du doigt quelque chose qui est très important. Dans tous les schémas énergétiques, quels qu'ils soient, on arrive à la même conclusion, on aura besoin de plus d'électricité. Au niveau de l'hydrogène bas carbone, la France s'est fixé des objectifs. L'objectif, c'est 6,5 gigawatts à l'horizon 2030. Alors 6,5 gigawatts, ça ne vous parle pas, c'est à peu près 1 million de tonnes d'hydrogène. Au niveau européen, cet objectif, il est de 10 millions de tonnes fabriquées en Europe et 10 millions de tonnes
importer en Europe pour couvrir les besoins de la montée en puissance des usages de l'hydrogène. Sur ces 1 million de tonnes d'hydrogène bas carbone, on en est loin aujourd'hui. On est en dessous d'1 gigawatt même. On parle plutôt en centaines de mégawatts. Ah oui. Mais c'est comme pour tout, vous ne pouvez pas passer d'une économie qui était basée sur hydrogène gris à une économie basée sur un hydrogène bas carbone comme ça. Il faut construire les capacités de production. Donc il y a des mécanismes qui existent. Ça fait partie également d'un axe d'industrialisation fort au niveau de l'Europe, puisque vous avez vu l'Alliance Batterie, les fameux PIEC, avec les gigafactories de batteries. Il y a eu la même chose sur hydrogène. Et vous avez donc l'Alliance Hydrogène avec des projets de gigafactories d'électrolyseurs qui sont financés. À travers le PIEC, ça va permettre déjà de fabriquer... Juste la définition du PIEC pour nous... PIEC, c'est un projet d'intérêt commun, d'intérêt commun à l'échelle européenne. C'est un mécanisme qui permet à chaque État membre de déplafonner les aides d'État à condition que ça crée de la valeur d'une filière industrielle. Donc c'est pour vraiment rendre beaucoup plus robustes les filières industrielles à l'échelle européenne sur des secteurs clés. Donc la batterie en est une, l'hydrogène en est une autre. Et l'intérêt de ces PIEC, c'est que ça a permis de financer sur les 10 premiers projets. Vous avez, quand vous totalisez 40 projets à l'échelle européenne, 5 milliards d'aides consenties par les différents États membres. La France, sur cette première vague, a mis 2,1 milliards sur 10 projets. Vous avez 4 projets d'électrolyseurs, donc pour fabriquer l'hydrogène à partir d'électrolyse, à peu près 1,8 gigawatt. Et vous avez ensuite, les 6 autres projets, c'est la mobilité. Vous allez retrouver le train, vous allez retrouver des équipementiers, vous allez retrouver de la pile à combustible, vous allez retrouver des réservoirs, et on a des champions français. Donc, on a des mécanismes, et puis vous avez d'autres mécanismes qui existent, qui vont permettre d'aider cette montée en puissance rapide de notre capacité à produire de l'hydrogène par électrolyse. Mais aujourd'hui, il faut bien la construire. Et ça va de pair avec aussi la capacité d'une électricité bas carbone. Absolument. Juste pour revenir sur les infrastructures, alors il y a eu le règlement AFIR qui est au bout du chemin de l'adoption définitive dans les jours qui viennent. Ce règlement AFIR norme le nombre de bornes et d'infrastructures de recharge pour l'électrique à batterie, mais également pour l'hydrogène. Est-ce que le maillage qui est proposé par la Commission européenne est suffisant? Je crois que c'est une station toutes les 200 km. Oui, alors... Pour répondre à votre question, déjà l'AFIR, ce n'est pas une norme, l'AFIR, c'est une réglementation. Absolument. Donc, elle s'impose aux États membres qui doivent respecter le minimum imposé par l'AFIR. Il faut le voir vraiment comme le minimum à atteindre. Sur l'hydrogène, très clairement, une station tous les 200 km sur ce qu'on appelle les réseaux corridors, donc c'est-à-dire les réseaux principaux. Les autoroutes. Voilà, les autoroutes, plus une station dans les nœuds urbains, avec un minimum de distribution d'hydrogène d'1 tonne par jour. Ça fait 68 stations en France, ça fait 650 stations à l'échelle européenne. En France, c'est à portée de main, c'est ça ? Service. Donc, c'est bien, c'est un début. Côté France Hydrogène, on a fait un exercice de modélisation et on s'est rendu compte qu'à l'horizon 2030, pour un parc de 340 000 véhicules légers, principalement des VUL et des taxis, et 12 000 camions, on aura besoin de 915 stations hydrogène réparties à l'échelle nationale. L'intérêt, quand vous commencez par la mobilité professionnelle, c'est que vous savez où vous pouvez mettre les stations pour garantir un usage et une qualité de service très importante pour les professionnels. Et vous dérisquez aussi pour l'opérateur puisque vous lui garantissez l'usage. Très bien. Sur le coût au kilomètre, parce qu'on parle aussi aux clients quand même, on sait le coût du carburant, on connaît grosso modo le coût de la recharge électrique. Le coût pour rouler en fait à l'hydrogène, c'est quel niveau? Alors aujourd'hui, c'est plus cher même que la batterie. Pourquoi ? Quand vous prenez un véhicule diesel, il est fabriqué par centaines de milliers, voire millions. D'accord ? Vous prenez aujourd'hui les véhicules électriques à batterie, on tombe quand même sur des dizaines de milliers, voire un peu plus dans certains cas de figure. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, vous avez seulement 80 000 véhicules hydrogène qui circulent, donc on en est encore au début. On est sur quelques milliers à l'échelle européenne, donc on est sur des capacités de production qui sont encore artisanales. D'accord ?
les constructeurs, que ce soit Toyota, que ce soit Stellantis, annoncent une accélération de leur capacité de production pour très vite aller vers 30 000 véhicules an. Là, vous commencez... À quelle échéance ? À l'échéance, je crois que pour Stellantis, c'est l'échéance 2025-2026. Toyota, c'est dès 2024. Hyundai est en train de suivre la même voie. Donc, on va arriver sur des productions, petites séries, moyennes séries, où là, vous allez avoir un prix, je dirais, du véhicule qui baisse. Le prix au kilomètre d'un véhicule, que ce soit un camion ou un VUL, il est conditionné par 3 éléments. Le prix du véhicule. Aujourd'hui, les véhicules sont chers. Le prix de la station. Alors, tout le monde dit, mais les stations hydrogène sont chères. Il faut raisonner au coût du kilomètre distribué et comparer une installation chargeur pour les véhicules électriques à batterie à un coût au kilomètre délivré par une station hydrogène. Et là, le coût est 2,5 fois moins cher avec l'hydrogène. D'accord. Si on enlève ce coût au kilomètre, en fait, d'une station hydrogène, ça coûte combien en installation ? Alors, ça va dépendre de sa taille. Entre 200 kilos, je dirais une station d'une tonne-jour, ça va être entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Et une station avec des bornes de recharge ? Alors, une borne de recharge, je dois dire, je ne sais pas trop, parce que les fast chargers, c'est quand même un petit peu plus cher. Mais vous avez quand même un nombre de kilomètres qui est limité. Même si vous rechargez en 20 minutes, et si vous excluez la tranche minuit, 5 heures du matin, vous avez quand même un nombre de véhicules limités qui peuvent venir se recharger. Quand vous délivrez une tonne jour, un véhicule léger, c'est 6 kilos d'hydrogène embarqué. Un camion, c'est 30 kilos. Donc, vous voyez, sur une station d'une tonne jour, si chaque véhicule venait se remplir à plein, c'est 160 véhicules par jour. Je ne pense pas que sur un fast charger, vous fassiez 160 véhicules par jour. Ok. Alors, on va poursuivre avec notre fil conducteur de l'hydrogène, justement, puisque l'hydrogène a trouvé une autre source de débouchés. On va parler du rétrofit, justement, puisqu'il y a une petite actualité il y a quelques jours avec Roland Lescure, qui a mis en lumière cette filière, justement, en allant dans une entreprise qui s'appelle GCK, à Aix-en-Provence, et qui rétrofit des Clio et des Twingo en hybride rechargeable, mais qui, dans l'origine, effectivement, il y avait aussi du rétrofit avec de l'hydrogène. Alors, c'est une première, Stéphane Vimez. Vous êtes spécialiste du rétrofit aujourd'hui. Alors, normalement, le rétrofit, ça consiste, on va dire, dans la majeure partie du temps, de mettre un moteur électrique dans un véhicule thermique et donc transformer, effectivement, pour le faire devenir, en tout cas, un véhicule à 0 émission. 3 techniques de rétrofit aujourd'hui. Quelle est la solution la plus simple aujourd'hui pour modifier, justement, la motorisation des véhicules ? Alors, je me permets une petite précision. Je vous en prie. En gros, effectivement, le rétrofit, c'est la conversion d'un véhicule thermique en véhicule électrique à batterie ou à pile à combustible. Je fais attention à la nuance, attention. Vous êtes surveillé. On a en fait un éventail. Alors nous, on s'attaque au parc, pas aux véhicules neufs. Oui. Donc on est sur les 40 millions, un peu moins de véhicules qui circulent en France. C'est ce que je disais, ceux qui émettent 80% des émissions, exactement. En fait, et dont il faut parler. Nous, voilà, et l'application du rétrofit, c'est les véhicules de plus de 5 ans. Ça va du 2 roues aux véhicules lourds. En passant par les utilitaires qui sont évidemment une cible privilégiée. On a la chance d'avoir un cadre réglementaire depuis mars 2020. Ça n'existait pas auparavant parce que souvent il y a des technologies qui sont proposées mais qui n'ont pas de cadre réglementaire. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs des kits d'hybridation qui sont une solution pertinente mais qui n'ont pas ce cadre réglementaire pour pouvoir s'exprimer. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on s'inscrit. Donc en ce qui concerne le rétrofit à batterie, aujourd'hui, cette cible du véhicule utilitaire, pour nous, elle est très importante parce qu'on l'a précisé, on est dans la logique chez ces clients-là de TCO, de coût d'usage. Et nous, comme on vient apporter une deuxième vie au véhicule, on considère un véhicule qui a une valeur résiduelle d'usage, mais qui, dans les comptes, généralement, est à 0. Donc on peut finalement créer un véhicule électrique avec des coûts qui sont contraints. Oui, surtout que dans les véhicules utilitaires, il y a aussi des véhicules d'artisans qui ont été aménagés. Et donc l'artisan a du mal aussi à rechanger et à renouveler l'intégralité. Ça donne une deuxième vie et une accessibilité aux ZFE qui vont quand même arriver un jour ou l'autre dans certaines agglomérations. Alors le rétrofit semble sous l'œil du gouvernement. On a vu Roland Lescure. Il y a eu des annonces, un plan rétrofit qui a été lancé il y a quelques semaines. C'était au printemps dernier. Qu'est-ce que vous faites comme analyse de ce plan rétrofit ? Et est-ce que vous sentez qu'effectivement le gouvernement s'attaque à cette filière, j'allais dire, pour en faire une vraie solution, une vraie alternative ?
C'est tout à fait exact. En fait, on est né, donc, comme je le disais, en avril ou en mars 2020. C'était une période très particulière pour notre pays et pour le monde entier. Donc, on a connu des démarrages difficiles à cause de cette situation sanitaire et économique. Et depuis maintenant quelques mois, on a été, je dirais, identifié comme une vraie solution pertinente de décarbonation du parc. Ça a démarré au Mondial de l'Automobile avec les premières annonces du ministre de l'Industrie. Et aujourd'hui, il y a un plan rétrofit qui se profile. On va d'ailleurs y contribuer, nous, Mobiliance, avec les cabinets. Et en gros, je dirais qu'il y a 3 piliers. Il y a un premier pilier qui est le financement de la filière, parce que c'est ce qui a fait défaut depuis le début et ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de solutions opérationnelles. Donc, il faut financer les développements de kits, leurs homologations et surtout l'industrialisation, parce qu'on va voir que c'est un sujet important. La deuxième chose, il y a un deuxième pilier qui est la simplification du process d'homologation. C'est-à-dire que sans supprimer le côté sécuritaire, protection de l'utilisateur final, il y a des améliorations à faire à la réglementation pour rendre les homologations plus rapides et un peu plus simples. Donc ça, c'est un travail qui est fait par la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Et puis, le troisième volet, c'est comme à chaque fois sur des innovations, il faut du soutien à la vente. Et donc, c'est la logique, dans le cadre du projet de loi de finances, de tout ce qui est bonus, prime à la conversion, qui vont permettre de rendre la technologie plus accessible. Parce que, comme on l'a dit précédemment, ces technos-là, aujourd'hui, comme elles n'ont pas le bon niveau encore d'industrialisation, elles sont encore un peu chères pour le consommateur. Justement, quelques prix. Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, le prix pour une conversion à un moteur électrique, une conversion hybride rechargeable, la solution qui était proposée il y a quelques jours, et puis aux solutions pile à combustible, c'est quoi l'ordre de grandeur, en fait, de tarifs? Alors, en gros, l'ordre de tarif pour un petit véhicule électrique avec une autonomie finalement restreinte, mais pour un usage urbain, on va être entre 18 et 25 000 euros. Ça dépend de la quantité de batterie qu'on embarque, parce qu'on l'a déjà pas mal répété, mais il faut vraiment se poser la question de l'usage qu'on fait de nos véhicules. Parce qu'aller embarquer 400 kg de batterie pour faire 20 km par jour, ça n'a pas de sens au sens général, mais ça n'a pas de sens économique. Donc ça, c'est vraiment un des sujets dans lequel on s'inscrit dans Retrofit, c'est qu'on se pose la question de l'usage que fait le client de son véhicule. Et d'ailleurs, on n'est pas une réponse à 100% des usages. Nous, on se focalise sur les usages dans lesquels le rétrofit est une vraie réponse. Donc, pour un véhicule, je dirais, urbain, on va être entre 18 et 25 000 euros. Et puis, à l'autre extrémité de la chaîne, quand on fait un kit rétrofit à hydrogène sur des bus, on est à 300 400 000 euros. C'est quelque chose qui est encore très cher. Mais les véhicules neufs, on l'a vu, sont aussi tout à fait à des prix très élevés. Donc, la question de l'industrialisation est au cœur du sujet. Alors, l'intérêt avec l'hybride rechargeable qui a été présenté, justement, c'est que le coût reste minime, en fait. Oui, tout à fait. Et plus accessible, justement, aux consommateurs. Et c'est ça aussi l'enjeu, en fait, c'est de rendre un véhicule décarboné possible à l'achat pour les consommateurs. Là, c'était 6 000 euros, je crois. Alors, j'ai vu 7 500 euros. Alors, 7 000 euros. Bon, alors, j'ai rabaissé des... J'ai fait un premier rabais déjà. Mais tout à fait, le sujet sur l'hybridation, il a ce sujet du coût, puisque évidemment, la transformation, elle est l'ajout d'un moteur électrique et d'un pack batterie restreint, parce que le coût de la conversion, elle est liée à la quantité de batterie embarquée. Le 30 à 40% de prix de revient du kit, il est lié aux batteries. Donc, dans une hybridation, on embarque moins de batterie, et donc on a un coût plus faible et un temps d'installation qui est plus court, puisque ça fait partie du coût global. C'est le temps que vous mettez à installer le kit. Est-ce que le fait que les constructeurs s'intéressent de près à cette filière, on sait que Renault, notamment dans l'usine de Flins, a décidé de lancer une ligne de rétrofit, est-ce que ça peut vous aider justement à faire baisser les coûts? Cette industrialisation, elle doit passer par du volume, il n'y a pas le choix en fait, parce qu'aujourd'hui la filière, elle est composée de toutes petites entreprises. Comment vous pouvez passer au grade supérieur, j'allais dire à l'échelle supérieure justement en termes de fréquence et de production? Alors, il y a plusieurs leviers. Alors, le levier que vous citez est très important. C'est sûr que demain, on a déjà des projets de coopération avec les constructeurs. Donc, il y en a chez Renault, chez Stellantis, où les constructeurs apportent toute leur expérience en industrialisation, tous les coûts qui vont avec, parce qu'effectivement, je peux vous donner un exemple, quand on fabrique nos packs batteries pour nos projets aujourd'hui, on est sur des coûts au kilowattheure qui sont 4 à 5 fois supérieurs à ceux des constructeurs. C'est-à-dire que demain, vous avez une coopération intelligente avec un constructeur. Vous avez des prix à nous donner justement là? Oui, en gros, quand on fait je dirais à nos échelles de volume, on a un coût kilowattheure qui est environ à 400 euros du kilowattheure. Donc vous embarquez
comment dirais-je, 15 kWh, ça fait 6 000 €. Un constructeur, il est à moins de 100 € du kilowattheure. Donc c'est quand même des montants importants sur un véhicule urbain. Donc évidemment, plus vous embarquez de batterie, plus évidemment l'économie est importante. Et ça vaut pour tous les composants qui vont autour du kit, notamment dans toute la partie faisceau électrique. Il y a des prises qui sont des connecteurs qui sont très coûteux et les constructeurs, avec leur capacité d'achat, les achètent 5 à 10 fois moins cher. Donc ces coopérations constructeurs, c'est un moyen d'accélérer sur la baisse des coûts. Ça, c'est une chose importante. Et puis le deuxième levier, c'est, je dirais, l'émergence d'une filière, c'est-à-dire d'avoir un peu plus de coopération entre les acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des acteurs qui conçoivent de A à Z leur kit. Demain, avec la maturité du secteur, on va comprendre, vont se détacher des spécialistes. Par exemple, un spécialiste de la batterie, il n'y a pas de sens pour que chaque rétrofiteur fasse sa propre batterie. Mais là, vous l'achetez où, votre batterie, en fait? Aujourd'hui, nous, on les assemble nous-mêmes. Vous les assemblez vous-même? Vous achetez les cellules en Asie, j'imagine. Exactement. De toute façon, ouais. Et donc, nous, on croit beaucoup à, je dirais, un double levier sur les batteries. Le fait que 1, 2, 3 gros spécialistes se créent et donc on va bénéficier de ces économies d'échelle. Et la deuxième chose qui est un sujet quand on attaque les batteries, c'est la production bas carbone. Et le fait aujourd'hui d'importer des cellules de Chine, ça altère le bilan qui est par ailleurs vertueux du rétrofit, mais ça l'altère. Et demain, on voit d'un très bon œil qu'il y a un développement de production de batteries en France et en Europe, parce qu'on va encore réduire notre empreinte carbone dans la fabrication de nos kits. Si je peux me permettre, le rétrofit est assez vertueux de ce point de vue-là, parce que, je le rappelle, dans les analyses de cycle de vie qui sont faites du process, on est en gros en moyenne, selon l'ADEME, 50% moins émetteur de gaz à effet de serre qu'un véhicule électrique neuf, puisqu'évidemment, on ne met pas à la casse un véhicule, on n'en reconstruit pas un. Et donc, par contre, on fabrique un kit et notamment un pack batterie. Et aujourd'hui, le travail qui nous restera à faire pour améliorer notre empreinte carbone, c'est de travailler sur la production bas carbone de ces kits. Alors, on voit qu'il y a des acteurs qui s'intéressent de près et qui croient à la filière. Il y a des sociétés de financement automobile qui se sont engagées au sein de cette filière. Je pense à Financo, par exemple, qui est Crédit Mutuel, Arkea, qui s'est intéressé de près à ce sujet-là. Est-ce que vous savez si effectivement développer des offres de financement suffisantes permet d'évangéliser, j'allais dire, le rétrofit au sein des automobilistes? Oui, je pense que, en gros, le sujet est clé, c'est-à-dire que la capacité à accéder à la techno, elle est très importante et le financement viendra l'aider. On a l'exemple du leasing social, qui est aujourd'hui un véhicule, entre guillemets, de financement dans lequel on aimerait s'inscrire. Et effectivement, l'arrivée de grandes sociétés de financement est très importante parce que payer 15, 20 000 €, 30 000 € cash pour transformer son véhicule, pour un client lambda, c'est une décision qui ne prendra que peu de cas. Donc le financement aide à passer ce cap-là. Donc c'est très important que les sociétés de financement s'y impliquent. Et comme dans tout ce qui touche à la mobilité, c'est un facteur de transition qui est très important. Alors, le gouvernement a, dans son plan rétrofit, annoncé 20 millions € d'aide pour les entreprises du rétrofit. Est-ce que vous attendez justement que le bonus ou la prime à la conversion soit également accessible aux véhicules rétrofités? Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà une prime à la conversion pour le rétrofit. Alors, elle a des conditions d'accès qui sont un peu complexes, donc ça la rend difficilement utilisable. Mais je dirais, le produit existe, le véhicule existe et il est très bon. Prime à la conversion, c'est clair pour tout le monde, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est probablement qu'il ne faut pas le changer, mais il faut le rendre plus accessible pour le client final. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on milite beaucoup auprès du gouvernement et on espère que dans le cadre de ce plan rétrofit, parce que c'est quand même prévu et annoncé, on puisse enfin déboucher sur des aides vraiment significatives. Bon, je pense qu'ils sont en train de refaire tout le package, en tout cas des aides accordées aux véhicules. Aurélien Bigot, le bilan carbone pour le rétrofit, est-ce que c'est une solution qui est efficace à condition effectivement qu'on fasse baisser les coûts et rendre ce principe accessible? Oui, en effet, d'un point de vue environnemental, il y a vraiment un intérêt à aller dans ce sens-là. Les analyses de cycle de vie montrent en effet tout l'intérêt environnemental. Toute la question aujourd'hui, c'est en effet de lever les freins à ce rétrofit. Les freins à la fois sur le modèle économique, sur l'homologation, etc., puis sur le passage à l'échelle, qui est le grand défi pour cette filière. Mais c'est sûr que sinon, il y a un intérêt environnemental. Et puis, comme ça a été bien dit, je pense que c'est vrai que ça pose beaucoup la question des usages aussi. Parce qu'en effet, les véhicules électriques, de manière générale, mais la question se pose encore plus pour le rétrofit, sont d'autant plus vertueux si jamais la batterie est dimensionnée pour les trajets du quotidien, donc plutôt une capacité assez raisonnable. Et ce qui demande de revoir les usages, forcément, parce que ça veut dire que pour les plus longs trajets, soit il y a besoin de recharge sur le trajet, soit potentiellement, ça veut dire prendre d'autres modes de transport ou faire autrement.
qu'avec le véhicule qui est utilisé au quotidien. Donc il y a vraiment ces enjeux à la fois pour la filière du rétrofit et puis de transformation des usages aussi du côté des personnes qui prennent en charge, qui prennent ces solutions-là. Et puis la question se pose aussi, l'hybride rechargeable a été évoqué aussi. L'hybride rechargeable, potentiellement peut être vertueux, mais dans la manière dont il s'est développé, finalement, bénéficie beaucoup trop peu de recharge et de kilomètres roulés en électrique, beaucoup trop en thermique. Ce sont aussi des gros véhicules qui ont été développés pour l'instant. Donc, encore une fois, ça veut dire que l'évolution des technologies doit aussi se faire avec des usages qui vont dans le bon sens par rapport à leur potentiel. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la dernière partie de l'émission. Et donc, merci Jérôme Loubert d'avoir patienté jusqu'à présent. On va parler flex fuel et biocarburant, justement. Alors, on sait que c'est un sujet qui fait polémique. Les biocarburants sont largement décriés par les associations environnementales. Ils font pourtant partie des énergies alternatives. On connaît bien sûr les kits éthanol. Ils ont connu un succès assez important, justement, au début de la guerre en Ukraine, quand les prix des carburants classiques et fossiles ont flambé. Alors, Jérôme Loubert, est-ce que dans biocarburant, en fait, il y a beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez déjà nous repréciser l'offre qui existe au sein de ce terme et quelles sont les différentes catégories de biocarburants aujourd'hui sur le marché ? Oui, bien sûr. En effet, il y a un grand nombre de biocarburants différents. On entend par biocarburant peut-être un seul carburant, mais il y a bien évidemment le biodiesel, qui est donc une alternative au diesel issu des carburants fossiles. Et puis, il y a les biocarburants type bioéthanol, donc issus de la biomasse, et qui sont donc adressés pour les moteurs essence. Et à l'intérieur même de ce bioéthanol, il y a déjà 2 ou 3 grandes différences sur la production. On a la chance en Europe et en France particulièrement d'avoir une filière d'excellence sur la production de cet éthanol pour le rendre le plus vertueux possible et permettre d'avoir à terme, je l'espère en tout cas, une neutralité carbone, mais déjà aujourd'hui un bilan carbone bien meilleur qu'un carburant fossile. Et encore une fois, à l'intérieur de cette subdivision française, on a différentes manières de produire cet éthanol. Alors aujourd'hui, la grande majorité, l'immense majorité du carburant bioéthanol est issu de bioéthanol de première génération, qui est donc issu en majorité là aussi de la betterave, de la culture de la betterave sucrière, mais également de céréales. Mais également une partie issue de carburants de deuxième génération, de recyclage de matières végétales, de la biomasse, comme par exemple la réutilisation des mares de raisin dans les régions viticoles, dans le sud-ouest particulièrement, auquel là vous avez évidemment un bioéthanol qui est particulièrement vertueux puisqu'on utilise des déchets pour produire de l'alcool à bas coût d'une part et d'autre part de manière extrêmement vertueuse en termes de recyclage. Et puis il faut évidemment développer cette filière de deuxième génération puisqu'on peut utiliser plein d'autres déchets pour pouvoir obtenir ce carburant, mais également la troisième génération qui là est à plus long terme, mais il faut travailler, il faut développer et on a la chance d'avoir des champions en Europe et en France pour l'innovation sur ces carburants alternatifs. De l'éthanol de troisième génération, on parle d'algues, on parle de technologies alternatives, un peu comme pour les e-fuels. Là, on est plus à moyen terme pour la production de ces carburants. Quoi qu'il en soit aujourd'hui en France, qu'on soit sur première, deuxième ou troisième génération, je le redis, on a une filière d'excellence, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit dans la production du bioéthanol, qui nous permet d'avoir un carburant qui émet 70% de CO2 en moins qu'un carburant fossile et jusqu'à 90% d'émissions de particules en moins, sans parler même des NOx qui sont là aussi bien plus vertueux à l'éthanol qu'au diesel ou à l'essence, mais surtout au diesel évidemment. Alors en termes de production, on a vu effectivement ces différentes générations de biocarburants. La problématique de la première génération, c'est qu'elle prend effectivement des terres agricoles et c'est ce que dénoncent justement les associations environnementales comme Transport et Environnement par exemple. Est-ce qu'au niveau de production, est-ce qu'on est capable de produire autant de biocarburants avec les biocarburants de seconde génération justement ? Alors aujourd'hui, avec la production française, on est capable d'aller jusqu'à 1 million de véhicules supplémentaires au bioéthanol sans changer la production en tant que telle. On va faire plus d'éthanol avec la production, mais on ne va pas augmenter les surfaces agricoles. Au-delà de ça, sur la partie concurrence alimentaire, elle n'existe pas aujourd'hui. La filière éthanol, c'est moins de 1% des terres agricoles françaises. Et au-delà de ça, évidemment, il y a un grand nombre de terres qui sont en jachère en France, donc on n'a pas de concurrence alimentaire sur les territoires à proprement parler.
La filière en plus évolue, hein, comme toutes les filières industrielles, elle s'améliore, elle a des performances de plus en plus importantes. Et aujourd'hui, la France est un pays exportateur de bioéthanol pour l'Allemagne, etc. Et donc, on est sur une filière française, franco-française. On fabrique le biocarburant sur notre territoire. Il est issu de biomasse française, de culture française. Donc, on est véritablement dans quelque chose de vertueux. On ne retire pas l'aliment de la bouche de certaines personnes pour mettre dans le réservoir. C'est malheureusement une caricature qui est faite et qui oublie l'alternative écologique extrêmement importante qui nous empêche d'aller creuser un puits de pétrole en Arabie Saoudite, de le mettre dans un supertanker au fioul lourd pour le livrer dans des raffineries en France et le mettre à la pompe. Là, on est véritablement sur une solution diamétralement opposée à la logique fossile. Combien de véhicules roulent en France avec un kit flex fuel en fait? Alors, avec un kit flex fuel à proprement parler, 100 000, un peu plus de 100 000, avec des kits bioéthanol en général, 200 000, et à l'éthanol, près de 300 000 avec les véhicules qui sont flex fuel d'origine. D'accord. Et grâce à ces kits, en fait, vous pouvez effectivement favoriser ou aider à développer et à baisser justement les émissions de CO2 du parc roulant. Est-ce que vous avez, alors vous citiez des chiffres tout à l'heure, moins 70% effectivement d'émissions de CO2, mais où est-ce qu'on en est et quel niveau il faudrait de véhicules utilisant ce carburant pour faire baisser massivement les émissions? Alors bien sûr, vous l'avez dit tout à l'heure, l'enjeu c'est le parc roulant actuel. Donc la transition énergétique est extrêmement importante. Les solutions qu'on va pouvoir apporter au parc qui est déjà roulant, il n'y a rien de plus polluant que de changer de voiture. Hein. Si on ne veut pas émettre de carbone, il ne faut pas produire une voiture neuve, il faut donner une seconde vie aux véhicules qui sont sur le parc. Donc le bioéthanol est une solution véritable de transition de ces véhicules, d'accompagnement vers une neutralité carbone de ces véhicules. Et puis, par exemple, comme vous avez pu aussi en parler, on peut accompagner des solutions vertueuses comme le rétrofit hybride rechargeable qui va permettre d'avoir un véhicule qui aura le meilleur des deux mondes, hein, qui aura l'hybride électrique plus un moteur qui va rouler à l'éthanol pour avoir une solution encore plus rentable pour l'automobiliste et encore plus écologique. Donc là-dessus, on est vraiment sur une solution rentable, puisque la conversion à l'éthanol, c'est en moyenne 1 000 € mais c'est dans 70% des cas autour de 800 €. Donc on est sur une solution peu chère, qui peut même être à partir de 23 € par mois quand on le finance. Comme d'habitude, il faut essayer de financer et d'accompagner les automobilistes pour qu'ils puissent faire des économies immédiatement et qu'ils soient attirés par le rapport de retour sur investissement rapide. Donc tout ça contribue évidemment à avoir une solution efficace immédiatement est disponible dans le contexte où la grande majorité des véhicules dont on parle sont des véhicules qui sont déjà présents sur le parc. Alors on a vu que pour le rétrofit, le gouvernement s'attaquait et s'intéressait de près à la filière. Est-ce que vous avez des contacts également auprès des pouvoirs publics pour essayer de favoriser la distribution de ces kits? Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho en tout cas auprès du gouvernement? Alors bien sûr, on bénéficie d'un contexte extrêmement favorable depuis fin 2017, début 2018, avec un encadrement, avec un arrêté d'homologation des boîtiers. Donc les boîtiers de conversion éthanol sont des boîtiers homologués que vous installez dans des garages qui sont agréés, formés pour pouvoir intervenir sur votre véhicule et qui va permettre de transformer votre carte grise, la faisant passer de carburant par exemple essence, hein, donc ES, à FE, Flex Fuel, donc éthanol. Ce cadre permet des cartes grises qui sont gratuites dans un certain nombre de régions, dans une majorité de régions, mais également d'accéder, et là on a un contexte très favorable dans 3 régions principales que sont PACA, Hauts-de-France et Île-de-France, à des subventions jusqu'à 500 €, mais même avec l'accompagnement de certains départements et de certaines villes, jusqu'à 800 € de subventions pour convertir son véhicule au bioéthanol. Et tout ça est permis par les différents avantages permis par le bioéthanol. On parlait à l'instant du CO2. L'année dernière, la filière éthanol, c'est 2 millions de tonnes de CO2 économisées en France, mais également avec des analyses de cycle de vie qui ont pu être réalisées. On parlait des véhicules hybrides rechargeables. L'analyse du cycle de vie d'un véhicule hybride rechargeable éthanol est aussi bon qu'un véhicule électrique pur, et même au niveau européen, plus vertueux en termes d'émissions qu'un véhicule électrique pur. Donc on a la chance d'être accompagné par les pouvoirs publics dans le cadre juridique qui permet de transformer les véhicules légalement, d'être accompagné
au niveau de certaines régions, et en plus de fournir des économies substantielles aux automobilistes, puisque convertir sa voiture aujourd'hui au bioéthanol, c'est faire au minimum 500 € d'économie par an, et en moyenne, on observe chez nos utilisateurs autour de 800 € d'économie par an. D'accord. Aurélien Bigot, en fait, pour vous, les biocarburants, ça peut être une solution dans certains cas, effectivement ? En tout cas, les biocarburants de seconde génération. Oui, c'est ça. Alors, en effet, c'est une partie de la solution aussi. Encore une fois, c'est comme ça a été bien dit en introduction, il y a beaucoup de types de biocarburants très différents. Il y en a qui peuvent être vertueux, il y en a qui ne le sont pas du tout. Typiquement, l'huile de palme a été beaucoup critiquée, l'huile de soja aussi. Donc ça, c'est des biocarburants plutôt utilisés pour le biodiesel. Donc le bioéthanol, en moyenne, est plus vertueux aussi. Et en effet, de plus en plus, il faudra aller vers les biocarburants de seconde génération si jamais on veut que ce soit plus vertueux, qu'il y ait moins ces concurrences avec les usages alimentaires. Et après, il y a un niveau de concurrence, disons, sur les usages de manière générale de la biomasse, mais aussi des biocarburants au sein du secteur des transports. C'est-à-dire que, typiquement, le secteur aérien lorgne aussi énormément sur ses ressources en biomasse pour les biocarburants. Donc, à quel point la répartition, quelle sera la répartition qui sera faite aussi entre les différents modes de transport, mais aussi, si on regarde à une échelle un peu plus générale, quels sont les usages de la biomasse qui seront faits. On a parlé des usages agricoles, bien évidemment. La biomasse, ça peut être aussi des matériaux de construction, ça peut être pour de l'énergie aussi pour d'autres secteurs. Il y a des questions de biodiversité qui sont très fortes autour des usages de la biomasse. On a besoin aussi de capter davantage de CO2 via la biomasse dans le cadre de cette neutralité carbone qui demande aussi de capter du CO2. Et en fait, comme il y a des concurrences entre ces différents types d'usage entre guillemets, et puis ensuite différents types de production qu'on peut avoir, soit de carburant liquide, de carburant gazeux, etc. Et puis différents secteurs qui sont intéressés par ces ressources. C'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont très forts et il y a un enjeu du coup d'aller vers à la fois les secteurs, les modes les plus efficaces et puis le type de ressources utilisées aussi le plus intéressant. Mais c'est vrai que au niveau global, on risque d'être limité aussi par le niveau, la disponibilité de biomasse, en tout cas pour remplacer une grande partie du pétrole via les biocarburants. Mais voilà, il ne faut pas oublier que c'est une partie de la solution, il faut juste réussir à le flécher dans le bon sens en tout cas. On parlait tout à l'heure du nombre de véhicules qui étaient équipés de kits sur le parc roulant français. Au niveau de la production justement de ce carburant, où est-ce qu'on en est par rapport à d'autres types de carburants ? Est-ce que le tonnage est suffisant ? Aurélien, je nous parlais justement peut-être d'être limité dans l'utilisation de la biomasse pour faire ces biocarburants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner sur ce sujet-là ? Alors à ce jour, oui, le tonnage est largement suffisant. Comme je le disais, on est exportateur de bioéthanol en France. On a la capacité de monter en puissance pour aller jusqu'à 1 million de véhicules supplémentaires sur le parc roulant. Et comme le disait Aurélien, on est sur une partie de la solution. On n'a pas du tout la prétention de vouloir faire rouler 100% des véhicules au bioéthanol. Ce serait une folie, tout comme on pense que toute solution unilatérale, 100% électrique ou 100% diesel ou autre, serait pas la bonne stratégie. On a des très grosses compatibilités, je le disais, avec le rétrofit hybride rechargeable, ou l'hybride rechargeable tout simplement, mais également avec la filière hydrogène. Pour produire du bioéthanol, il faut faire de la distillation, donc de la fermentation avant. La fermentation crée du CO2. Ce CO2 peut être capté et réinjecté pour faire des e-fuels, pardon. Donc voilà, c'est une partie de la solution qui va pouvoir accompagner d'autres solutions pour la diversification du parc, pour la décarbonation du parc et pour ce qui est l'objectif de l'État depuis maintenant 2015, une transition énergétique pour pouvoir aller vers du carbone zéro ou en tout cas de la neutralité carbone. Au niveau de la taxation de ce biocarburant, en fait, vous bénéficiez en tout cas d'un allègement fiscal, j'allais dire entre guillemets. Est-ce que vous avez des assurances que ça va perdurer ? Alors aujourd'hui, en effet, on a un contexte très favorable sur la taxation du biocarburant. Cette taxation est la même depuis maintenant un certain nombre d'années, avec une TICPE qui est beaucoup plus faible que sur le diesel et l'essence. On a des engagements forts de l'État et un ministère de l'Agriculture qui tient à cet avantage pour la filière éthanol, puisque ça ne concerne pas que les fabricants de boîtiers ou les automobilistes, mais évidemment toute une filière, et majoritairement une filière industrielle et agricole, qui produit les betteraves pour pouvoir faire du biocarburant, mais également une filière industrielle, une filière sucrière,
qui d'ailleurs ne tient pas que de l'éthanol. Hein. Pour reparler de la concurrence, on ne produit pas que de l'éthanol avec l'industrie de la betterave en France. On produit de l'alcool médical, on produit du sucre raffiné de qualité, on produit de la nourriture fourragère pour les animaux avec les résidus secs de ces betteraves et de ce maïs. Donc on a une diversité d'industries qui tournent autour de ce biocarburant. Et donc aujourd'hui, on a un contexte très favorable qui dure. On a des renouvellements d'engagement de l'État tous les 5 ans. On est reparti pour une période de 5 ans déjà. Donc sur le long terme, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le fait qu'on va faire des économies et qu'on ne va pas voir la stratégie de l'État se retourner contre le bioéthanol. On est dans le sens des choses, dans le sens de la décarbonation. Et le bioéthanol apporte encore une fois une solution écologique. Mais par contre, pour qu'elle se développe, c'est très important, une solution économique. On a 500 € d'économie par an, on a un carburant qui est autour d'1,10 € quand aujourd'hui l'essence est autour d'1,90 €, voire même 2 €. Donc c'est ce qui fait que les gens franchissent le pas, convertissent leur véhicule pour faire des économies et pour placer leur véhicule sur une mobilité durable. Les véhicules depuis 2010 qui sont convertis à l'éthanol sont en critère 1, donc là aussi, pas de notion de difficulté de circulation à l'avenir et d'être empêché d'accéder aux grandes villes. Merci Jérôme. Aurélien, j'ai envie de vous laisser le mot de la fin. En fait, on a vu plusieurs énergies alternatives, plusieurs solutions en tout cas pour décarboner le parc, puisqu'on sait que le marché du véhicule neuf, en tout cas la Commission a décidé pour cette partie-là. Quelles sont les solutions envisagées? Est-ce que toutes sont bonnes? Est-ce qu'il faut justement envisager les usages plutôt que d'imposer des solutions? Qu'est-ce que vous préconisez et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a en effet, en tout cas, une partie qui pourra venir des énergies alternatives et en effet avec l'utilisation du parc existant, soit rétrofité, soit en effet pour une partie biocarburant. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une grosse partie qui va venir quand même du renouvellement du parc. Donc ça, c'est un peu inévitable, hein, même si on préférerait avoir que du rétrofit, etc. Peut-être ça ne pourra pas s'appliquer sur l'ensemble des modèles actuels. Donc, il y aura une partie renouvellement. Et puis, pour baisser les émissions du parc, c'est en effet aussi beaucoup les changements d'usage. C'est-à-dire que ce renouvellement du parc n'est pas suffisant. On voit qu'il y a des enjeux de montée en puissance de certaines filières, par exemple le rétrofit, ou bien pour les biocarburants, 1 million de véhicules typiquement au bioéthanol, c'est de l'ordre de 2,5-3% du parc actuel. Donc, ça veut dire que dans cette transition, il y a toute une partie d'usage, de changement de technologie, de changement d'énergie, mais aussi forcément de sobriété aussi dans les usages de la mobilité, aussi moindre usage de la voiture, faire moins de kilomètres, donc développer les mobilités alternatives, avoir d'autres usages de la voiture avec de l'autopartage, du covoiturage, etc. Et puis essayer autant que possible, de manière générale, de réduire les consommations d'énergie pour la voiture, mais pour les autres modes aussi. En fait, c'est là où j'évoquais les concurrences d'usage. Par exemple, il y en a sur l'hydrogène, il y en a sur les biocarburants de seconde génération, il y en a sur les e-fuels. Donc ça veut dire, si on veut que, par exemple, dans le transport routier, il y ait davantage de ces énergies bas carbone qui soient disponibles, eh bien, ça veut dire aussi que dans les autres modes de transport, il y a aussi des efforts de sobriété, des efforts de baisse des consommations d'énergie, si on veut que les différents modes de transport puissent avoir leur part du gâteau, entre guillemets, dans ces énergies bas carbone qui, pour un certain nombre d'entre elles, sont disponibles, en tout cas en quantité assez limitée aujourd'hui. Donc il y a besoin de cette montée en puissance, mais en même temps, forcément, de réduire fortement les consommations d'énergie. Donc il va falloir partager ces énergies et en tout cas essayer d'économiser nos forces et nos énergies justement dans les années à venir. Ce sera donc le mot de la fin pour cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis derrière votre ordinateur, mais aussi à vous intervenants. Je vous propose de nous retrouver dès cet automne en fait pour un nouveau club Trajectoire Durable, toujours avec Mobiliance et le journal de l'automobile. Merci.